Ok. Bonjour tout le monde. On va parler dans cette session d'infrastructure as code et un peu ce que ça va être le futur de l'infrastructure as code. Si jamais vous voulez changer, il n'y a pas de souci. Du coup, là, on va parler d'infrastructure as code et en particulier, je ferai un petit focus sur Polomi. Je me présente, moi c'est Alexandre, je suis développeur chez Avanade à Bordeaux. Je travaille principalement sur des projets .NET dans Azure. Et donc moi, je m'intéresse un peu à tout ce qui est cloud, DevOps et donc notamment l'infrastructure as code. Avant de rentrer dans le détail de ce que c'est Pulumi, qu'est-ce que ça apporte, tout ça, déjà, j'aimerais qu'on discute un peu de l'infrastructure as code. Qu'est-ce qu'il y a comme enjeu en 2023, c'est quoi qu'on va rechercher dans une solution d'infrastructure as code? Je suis parti d'un premier constat. L'infrastructure, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a des notions de sécurité, il y a des notions de réseau, il y a tout un tas de choses à connaître. L'infrastructure cloud, en fait, on va vouloir configurer tout un tas de services, des services avec plein de paramètres différents, des services qui évoluent dans le temps, des nouveaux services qui sont rajoutés tous les jours sur les différents clouds. Donc, ça ne simplifie pas la tâche. Et en plus de ça, tout simplement, l'infrastructure, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, nos applications logicielles sont compliquées. C'est-à-dire aujourd'hui, on est passé de gros monolithes à des architectures un peu plus distribuées avec des microservices qui communiquent entre eux en HTTP, gRPC ou avec des systèmes d'eventing en envoyant des messages dans des bus, dans des queues et tout ça. Donc, comme l'infrastructure, c'est compliqué, en fait, ce qu'on veut, c'est arriver à exprimer toute cette complexité avec une solution d'infrastructure as code, mais de manière simple. C'est déjà suffisamment compliqué l'infrastructure, c'est pas la peine de rajouter une couche par-dessus qui complexifie encore plus la chose. Un petit exemple, si vous faites de l'Azure, il y a la solution native pour faire de l'infrastructure as code, ce sont les templates ARM. Les templates ARM, ça va être des espèces de gros JSON qui vont vous permettre de décrire votre infrastructure. Vous allez pouvoir tout paramétrer vos ressources comme ça. Par contre, ça reste des gros templates JSON et c'est pas du tout pratique. C'est d'ailleurs pour ça que Microsoft a créé un langage qui s'appelle Bicep qui permet qui transpile en template ARM. Parce que c'était trop compliqué, en fait. Il y a aussi la question de la montée en compétences, en fait. OK, faut pas que ce soit compliqué à l'utilisation, mais aussi, il faut pas que ce soit compliqué pour qu'une équipe onboard sur l'infrastructure as code. Aujourd'hui, il y a quand même une grosse pénurie dans les ressources dans l'informatique, dans l'IT. Donc, trouver la personne qui connaît bien votre solution d'infrastructure, qui doit monter en compétences dessus, c'est pas forcément toujours simple. Et c'est d'autant moins simple quand vous avez besoin d'apprendre un langage qui est spécifique à l'infrastructure. Il y a beaucoup de solutions d'infrastructure qui se basent sur des domaines spécifiques language, donc des langages en fait qui servent que à, en l'occurrence, là, faire de l'infrastructure. Donc, je parlais tout à l'heure de Bicep, template ARM, tout ça. Il y a l'HCL qui permet de faire du Terraform, l'HCorp Configuration Language, et il y en a d'autres qui sont toujours spécifiques. Ce qui est un peu dommage, c'est que, je sais pas, moi, je suis développeur Python, admettons, j'aimerais bien juste réutiliser mes skills que j'ai déjà et travailler en Python, par exemple, ou un autre langage. Il y a aussi l'expérience de développement. Quand vous travaillez, quand vous faites de l'infrastructure, en fait, c'est comme quand vous faites du développement logiciel. Vous avez envie d'avoir votre IDE qui vous aide, vous avez envie d'avoir de la documentation sur vol, vous avez envie aussi d'avoir des options de refactoring, tout un tas de choses qui, aujourd'hui, c'est pas toujours tout à fait ça sur des choses comme Terraform, sur du Bicep, sur tout un tas de solutions. Parce que, en fait, les IDE, nativement, ils comprennent pas tous ces domaines spécifiques language. Vous êtes obligé d'installer une extension. Alors, il y a des language servers et tout ça, ça fait quand même à peu près le taf, mais vous n'avez pas la même expérience de développement que si vous codez en Kotlin, dans IntelliJ ou en C#, dans Rider ou ce genre de choses. Donc, ce qui serait bien, c'est d'avoir des outils un peu mieux et aussi que ça supporte en fait ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Par exemple, je parlais de Bicep. En fait, avant, ils l'ont sorti, ça marchait dans VS Code. Avant que ça sorte dans Visual Studio, avant d'avoir une extension dans Visual Studio, il a fallu attendre la fin d'année dernière. Alors que c'est Microsoft qui édite à la fois VS Code et Visual Studio. Un deuxième constat, le cloud, ça évolue vite. Je pense que tout le monde en a conscience. Il y a des nouveaux services tout le temps. Et en fait, ces nouveaux services, en fait, sur nos projets, on veut les utiliser.
On ne veut pas être limité sur le fait de se dire « Ah, ben, je vais attendre qu'il y ait un service qui soit supporté par Terraform pour pouvoir le faire. » Je veux avoir une couverture vraiment complète de tous les services et pas juste pour faire des POC de services en preview, mais vraiment, il y a une nouvelle fonctionnalité, je veux en tirer parti sur mon application. Ça veut dire aussi qu'on veut avoir le support de différents providers. Des providers cloud, il y en a plein. Les plus connus, il y a AWS, GCP, Azure. Vous travaillez peut-être sur un projet où vous faites que de l'AWS, par exemple, ou que du GCP. Mais peut-être que vous serez amené, en fait, à travailler sur des projets ou avec des clients qui, eux, en fait, ont du multi-cloud, qui ont des choses hybrides. Et donc, il faut, ce support de plusieurs providers est important. D'autant plus que, en fait, c'est pas que les cloud providers, c'est aussi le on-premise. Si jamais demain vous avez un cluster Kubernetes on-premise, vous voulez le gérer de la même manière que ce que vous gérez pour vos ressources AWS ou vos ressources Azure. Donc, en fait, il y a ce support de différents providers qui est vraiment important et qui n'est pas toujours présent dans les différentes solutions d'infrastructure as code. Si vous prenez par exemple AWS CloudFormation, la solution native pour faire de l'AWS, l'infrastructure sur AWS, ça supporte de l'AWS. Le conseil numéro 3, l'infrastructure as code, ça reste du code. On a beau dire on fait de l'infra, tout ça, machin, il y a beau avoir plein de notions en plus qu'on a besoin de connaître pour faire de l'infrastructure. À un moment donné, on sort un IDE, on commence à écrire dedans, et en fait, on écrit du code, qu'importe ce que vous utilisiez. Et en fait, quand on fait du code, on veut utiliser les mêmes pratiques qu'on a pour le développement logiciel. Quand vous développez des applications, je sais pas, en .NET, en Java, vous voulez utiliser les mêmes pratiques quand vous faites ça que quand vous faites de l'infrastructure. C'est pas juste une histoire de se dire c'est bon, on fait de l'infra as code, on a mis tout ça dans un repo Git, c'est versionné, on fait de l'infra as code. Non, c'est aussi dire on fait des tests d'intégration, des tests unitaires, on moniteur tout ce qu'on fait, on a, enfin, vraiment tout ce qu'on a l'habitude de faire pour le développement logiciel, ça a fait ses preuves, va falloir le réutiliser pour la partie infrastructure. Il y a une pratique que je n'ai pas citée, c'est la sécurité. Quand on fait du code applicatif, on fait toujours attention à ce que nos secrets ne traînent pas partout et fait attention à la partie sécurité. C'est d'autant plus important quand vous faites de l'infrastructure, parce que quand vous faites de l'infrastructure, vous manipulez en fait des données sensibles. Et des données sensibles, en fait, vous pouvez en avoir en entrée ou en sortie. En entrée, c'est par exemple, vous faites une application web, vous voulez lui passer une API key, il va falloir vous trouver un moyen sécurisé de passer cette API key. En sortie, ça va être, je sais pas, vous avez provisionné une base de données, peut-être que vous voulez récupérer la chaîne de connexion pour qu'elle puisse être utilisée en fait dans votre application derrière. Ça, il y a des solutions d'infrastructure as code qui ne savent pas le gérer. Ils le disent, ils disent dans leur doc, vous mettez ça dans un vault, dans un key vault, et vous allez le chercher après. Et nous, on ne sait pas l'exposer en sortie, sinon ça va être lisible. Il y a des solutions, ils s'en fichent. Terraform, par exemple, tout est en clair dans votre état. Au cas où vous ne savez pas, Terraform, si vous êtes sur, par exemple, vous stockez ça sur votre état sur un S3 ou sur un blob storage, en fait, quiconque arrive à avoir accès à votre état a accès à tous les secrets en clair dedans. Donc, ça serait bien qu'on ait des trucs un peu plus intégrés où la sécurité soit built-in. Je ne dis pas que ce n'est pas possible de faire de la sécurité built-in en Terraform, mais ce ne sera pas built-in. En fait, il va falloir trouver des solutions annexes, faire attention. Bon, maintenant, on va parler de comment Pulumi répond un peu à tous ces enjeux. Alors, Pulumi, déjà, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous ne connaissez pas tous. C'est une solution d'infrastructure as code qui est open source, qui est déclarative, c'est-à-dire on va déclarer un peu l'état dans lequel on veut avoir nos ressources, les différents services qu'on va avoir, et c'est le moteur Pulumi qui va calculer tout seul en fait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut créer des choses, en supprimer et tout ça par rapport à ce qui est déjà déployé. Concrètement, c'est un peu la même chose que Terraform à ce niveau-là, si vous connaissez Terraform ou d'autres solutions. La particularité de Pulumi, c'est que ça se base sur les langages de programmation. En fait, on va pouvoir décrire notre infrastructure avec des langages de programmation. Ça veut dire, je ne sais pas, vous êtes dans une équipe où on travaille sur un projet en TypeScript. En fait, ça fait du sens, vous faites l'applicatif en TypeScript, ça fait du sens de faire l'infrastructure en TypeScript. Et peut-être que la personne qui mettra en place
même si elle met en place l'infrastructure, peut-être que les développeurs pourront aussi contribuer un petit peu ou ajouter des choses au fur et à mesure que l'architecture évoluera. Ça veut dire aussi que vous n'avez pas besoin de réapprendre tout un tas de concepts. Vous n'avez pas besoin de réapprendre comment on fait des conditions, comment on fait des boucles et tout ça. Il y a certains langages où c'est pas toujours simple. Le HL, c'est très bien sur des trucs assez simples. Quand vous commencez à avoir des conditions dans tous les sens et tout ça, faut maîtriser un peu le langage quand même. Et ce langage, en plus, il évolue. Et on s'aperçoit que, en fait, il évolue pour ressembler un peu au langage de programmation. Donc, il y a tout un tas de langages qui sont supportés par Pulumi. Il y a du YAML aussi, pour ceux qui vraiment n'ont aucune connaissance dans un langage de programmation. Mais bon, l'avantage, c'est que si vous avez déjà des connaissances, ou même si vous n'en avez pas, en fait, ça fait peut-être du sens d'apprendre le Python, faire votre infrastructure en Python et pouvoir le réutiliser derrière pour autre chose. Plutôt que de faire un domaine spécifique language, vous n'allez jamais le réutiliser ailleurs. C'est pas qu'une histoire de langage, en fait, c'est une histoire aussi d'outils. Quand vous faites du Pulumi, vous utilisez tous les outils dont vous avez l'habitude. Donc, à savoir, si vous utilisez VS Code, vous utilisez VS Code, il n'y a pas besoin de plugin en plus. Si vous utilisez Rider, vous utilisez Rider. Enfin, vous utilisez vraiment tout ce dont vous avez l'habitude. À partir du moment où ça supporte déjà votre langage de programmation, ça va marcher. Parce qu'une application Pulumi, c'est juste un programme comme un autre. C'est pas qu'une histoire d'IDE, c'est aussi une histoire d'outils. Si vous avez besoin d'analyser votre code pour vérifier qu'il n'y a pas, je sais pas, des problèmes, si vous avez besoin de faire des tests et tout ça, en fait, vous avez utilisé tous les outils déjà existants dans le langage. Donc, je ne sais pas, vous avez l'habitude d'utiliser Jest ou Vitest en TypeScript, vous allez les utiliser pour faire vos tests unitaires pour votre infrastructure aussi. C'est aussi les package managers. Donc, tout ce qui est, par exemple, moi, je fais beaucoup de .NET, je vais pouvoir réutiliser .NET pour avoir les différents packages qui sont disponibles pour faire mon infrastructure. Et je vais aussi pouvoir en produire. Il n'y a pas de question de faut faire un package un peu bizarre, l'enregistrer dans un registry et tout ça, pour partager avec d'autres personnes, d'autres équipes. Non, enfin, vous faites un package NPM, un package Nugget ou un package Maven, enfin ce que vous avez l'habitude de faire. À quoi ça ressemble du Pulumi? Ça ressemble à ça. Là, c'est un exemple en TypeScript qui fait des choses qui crée des ressources sur Azure. Donc, le premier truc qu'on peut faire, c'est importer différents modules. Donc là, j'importe quelque chose pour créer des ressources groupes, quelque chose pour créer des ressources liées à mon storage dans Azure. On va déclarer une ressource. Voilà, c'est pas trop compliqué à lire non plus. Et on va pouvoir réutiliser la ressource qu'on a déclarée juste avant. En fait, on va pouvoir la réutiliser là. Il n'y a pas d'histoire de truc un peu bizarre à faire pour récupérer une référence. En fait, c'est juste une variable que vous avez déclarée juste au-dessus. Puis vous pouvez voir qu'il y a des trucs sympas aussi, c'est que, alors c'est pas toujours le cas, mais en fait, vous avez des sortes d'énigmes qui vous permettent d'accéder directement au pricing, aux différents kinds et tout ça. Moi, ce que j'aime pas dans Terraform, c'est qu'il y a énormément de trucs avec des strings en dur, et du coup, pour les trouver, c'est pas toujours évident. Je dis pas qu'il y en a pas dans Pulumi, il y en a aussi, mais quand l'API expose des choses un peu plus riches, vous pouvez en profiter. Comment ça marche Pulumi? Du coup, je ne suis pas rentré trop dans les détails, mais concrètement, vous allez décrire votre infrastructure. Donc là, par exemple, dans un fichier TypeScript, vous créez une nouvelle ressource. Il y a le moteur Pulumi qui va prendre ça, qui va comparer par rapport à l'état en fait qui a été précédemment déployé, et qui va en déduire en fait les opérations crudes à faire. Donc, j'ai une nouvelle ressource, hop, on regarde est-ce que je l'ai déjà. Si je l'ai déjà, du coup, j'ai rien besoin de faire. S'il y en a une nouvelle qui est créée, il faut que je la crée. Si je ne sais pas, moi, il y a quelque chose à mettre à jour dans la ressource, c'est le moteur Pulumi qui se débrouille tout seul pour faire tout ça. Vous pouvez voir qu'il y a différents providers. Là, j'ai mis des providers principaux, AWS, Azure, GCP, Kubernetes. Parce que Pulumi, c'est multi-provider et ça en supporte un paquet. Donc, je crois qu'il y en a 137 ou un truc comme ça. Bon, après, je pense que sur vos projets, vous n'utilisez pas forcément tout. Ils ont fait un choix assez intéressant, c'est que plutôt que de reconstruire de tout zéro, ils sont partis de ce qui existait déjà dans l'écosystème. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'écosystème qui a beaucoup de providers? Il y a Terraform. Et Terraform, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour tout un tas de services et tout ça, ils ont décrit un peu le schéma de chaque service. Qu'est-ce qu'on peut, dans AWS, qu'est-ce qu'on peut créer comme différentes ressources? Ça fait tout un schéma. Et en fait, c'est ça qui est assez chronophage à faire, de dire, dans tel service, on peut exposer telle ressource, telle ressource, telle ressource, parce qu'elles sont accessibles via l'API.
bah, en fait, Pulumi, il s'est dit, bah, on va réutiliser ce travail-là, on va contribuer aussi, et puis en fait, on va générer automatiquement nos providers à partir de ça. Donc ça veut dire que en fait, même s'il y a un provider qui est disponible sur Terraform et, et pas sur Pulumi, potentiellement, vous avez des outils pour auto-générer en fait un provider pour Pulumi. Il y a quand même une contrainte avec les providers Terraform, j'en parlais tout à l'heure, c'est la couverture en fait. Quand il y a une nouvelle ressource qui sort, bah, elle n'est pas toujours disponible dans un provider Terraform. Et donc, par extension, ne sera pas toujours disponible dans un provider Pulumi. Bah, pourquoi? Parce que tous ces providers, ils sont implémentés manuellement. Ça prend du temps. Alors, en l'occurrence, la communauté Terraform est assez active, hein, donc il y a pas mal de choses qui sont faites. Mais par exemple, une ressource, les Azure Container Apps, ça a été annoncé quelque chose comme novembre 2021. C'était GA en mai 2022. Ah, ça y est, Terraform, février 2023, youpi, on le supporte. Bon, je pense que c'est peut-être un cas particulier, mais n'empêche, vous voyez ce que je veux dire. Toutes les fonctionnalités ne sont pas supportées tout le temps. Donc, ça, c'est un problème. Et qu'est-ce qu'a fait Pulumi? Ils ont créé la notion de native provider. En gros, ils se sont dit, ben, en fait, ces schémas qu'on utilisait pour générer, nous, nos propres providers, ben, en fait, ils existent déjà sur certains providers principaux. Et en fait, on peut peut-être directement se plugger sur leur API et générer nos providers à la volée. Donc, en fait, il les génère toutes les nuits comme ça. Comme ça, ils sont toujours à jour. Tout ce que, par exemple, l'AWS, je ne sais plus le nom des API AWS, mais tout ce que les API AWS supportent, en fait, il y aura 100% de couverture dans Pulumi. Donc, c'est disponible pour les principaux providers, donc Kubernetes, si vous faites, par exemple, du Kubernetes sur un cloud ou on-premise, Azure, et AWS et GCP sont en preview. Je parlais tout à l'heure de pratique de développement logiciel. En fait, l'avantage d'être dans du code, c'est ce que je disais, vous pouvez réutiliser vos frameworks de code, vous pouvez faire du test unitaire, ce que vous ne pouvez pas faire avec la plupart des solutions d'infrastructure as code. Vous pouvez faire de la policy as code. La policy as code, c'est assez intéressant. En fait, vous écrivez un peu les règles que vous voulez voir s'appliquer. Donc, par exemple, je veux que toutes mes ressources aient des tags. Et donc, du coup, vous allez décrire ça en code et vous allez, à chaque déploiement, en fait, pouvoir l'appliquer ou non. Et si vous avez une ressource, vous écrivez une ressource sans tag, ça va vous le remonter. Vous pouvez faire des composants réutilisables, donc c'est ce que je disais avec vos packages dont vous avez l'habitude. À noter que les composants que vous faites réutilisables, par exemple, je crée un composant en TypeScript, j'ai une équipe à côté qui fait du .NET, mais j'aimerais bien leur partager. En fait, il y a des outils pour que le composant que vous faites il soit disponible sur tous les langages. Il faut juste écrire un petit fichier manifeste et tout ça, enfin, ça prend un peu de temps, mais c'est assez intéressant. La sécurité, chez Pulumi, c'est par design, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a besoin, en fait, pour faire du Pulumi? Il y a besoin d'un endroit pour stocker l'état, donc ça, c'est comme Terraform. Et puis, en fait, Pulumi, ils disent, il y a aussi besoin d'un encryption provider. En fait, il y a besoin d'un fournisseur pour encrypter vos secrets à la volée. Pourquoi? Parce que on ne veut pas que nos secrets soient en clair dans l'état. Donc, avec Pulumi, par défaut, c'est ça. Donc, soit vous utilisez leur service, soit vous utilisez un Key Vault dans Azure, soit vous utilisez, je ne sais plus comment ça s'appelle dans AWS, soit vous pouvez utiliser, si vous voulez, le Vault d'HashiCorp. Vous utilisez ce que vous voulez, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait toujours quelque chose qui soit là pour encrypter vos secrets. En termes d'exécution, il y a plusieurs manières d'exécuter, soit via la CLI, donc il y a une CLI, il y a tout un tas d'intégrations avec les différents systèmes de CI/CD, donc GitLab CI, GitHub Action, Azure Pipeline, tout ça. Il y a un service payant pour juste faire de Pulumi pour juste faire un push et puis ça va déployer tout seul. Il y a l'Automation API, ça c'est hyper intéressant. En fait, c'est un SDK qui est disponible dans les différents langages et en fait qui va vous permettre d'intégrer votre déploiement, votre provisioning d'infrastructure dans vos programmes. Demain, vous créez une CLI pour votre projet ou vous avez un produit SaaS, vous faites une CLI, en fait, vous allez pouvoir embarquer dans cette CLI le déploiement d'infrastructures grâce à l'Automation API. Ou vous allez pouvoir mettre en place un site web qui fait de l'infrastructure en self-service pour vos équipes dev, par exemple. Parce qu'en fait, c'est juste un SDK que vous allez utiliser. La mode en ce moment, c'est tout ce qui est LLM, intelligence artificielle. Il y a un petit chatbot là qui permet de générer le code d'infrastructure. Donc là, c'est un exemple dans AWS. C'est pas juste le gadget, en fait, parce que c'est ce qu'on pourrait penser. En fait, ça vous permet de découvrir des ressources. Imaginons, vous devez faire un truc sur AWS, sur un domaine en particulier, vous ne le connaissez pas trop, vous n'avez pas utilisé. Lui, il va pouvoir vous générer des exemples, juste
vous lui demandez qu'est-ce que vous voulez faire. C'est pas parfait, hein, en général, c'est pas parfait tout ce qui est intelligence artificielle, mais ça marche quand même pas trop mal et c'est plutôt pratique. En fait, ils sont allés plus loin que ça. On peut aussi faire embarquer ça dans un. Donc, il y a un package Pulumi AI, un package NPM, qui permet de faire ça. Et en fait, il ne s'arrête pas à juste écrire le programme. En fait, il le provisionne à la volée. Donc là, il fait une petite erreur parce que c'est de la preview et tout ça. Et vous voyez que là, mes ressources que j'ai demandé un app service. Il a créé mon app service plan, mon app service et ma web app. Donc, il a tout fait en fait à la volée. C'est pratique pour poker. C'est pas ça que vous allez utiliser en prod, mais pour faire des petits pops, des choses. Là, vous voyez l'état en fait, l'état de Pulumi. Bon, en général, on n'y touche jamais, on n'a pas besoin, mais bon, c'est pour vous montrer que les ressources ont vraiment été provisionnées. Puis vous pouvez même afficher le programme qu'il a généré. Donc là, j'avais demandé du TypeScript, donc du coup, il y a le programme qui est fait à la volée. On va passer à la partie démo. Du coup, c'est bon, tout le monde voit bien? Donc, je vais utiliser la Pulumi CLI pour créer un nouveau projet. Alors, en fait, on peut voir un peu la liste des templates qu'il y a. Il y en a un paquet. Grosso modo, c'est plein de templates en fonction des clouds que vous avez utilisés et des langages que vous avez utilisés. Moi, je vais partir d'un truc hyper simple pour vraiment que vous voyez comment ça se passe de zéro. Donc, je vais lui demander de ne pas me mettre les prompts, de ne pas installer les dépendances par défaut pour vraiment on voit un peu tout comment ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'il a généré? Il a généré un git ignore, il a généré un test config, et il a généré mon programme juste avec un import, parce que je ne lui ai rien demandé de faire de plus, pour mon programme où en fait je vais décrire toute mon infrastructure. Alors vous pouvez faire plein de fichiers, vous pouvez organiser votre code comme vous voulez, et en fait ça reste du code, donc vous appliquez les bonnes pratiques que vous avez. Mais là pour l'exemple, je vais tout faire dans ce fichier index.ts. Il y a un fichier Pulumi YAML, ça décrit le nom du projet, donc par défaut, il a pris le nom de mon répertoire, le runtime, donc là on est en Node.js, une description, et il y a mon package JSON avec les différents imports. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais mettre à jour un peu tout, et puis je vais rajouter un package pour faire une démo dans Azure. Azure native. Alors, on va être joueur, on va prendre la bêta. Donc là, il me dit fallait faire un npm install. Moi, comme package manager, je préfère largement pnpm que npm. Donc en fait, en Pulumi, ça ne vous bloque pas sur les outils. J'ai envie d'utiliser le package manager que j'ai l'habitude. Et donc, je fais un install. Pourquoi PNPM? Pour ceux que ça intéresse, c'est parce qu'en fait, il a une sorte de cache, un store, où en fait, tous vos packages que vous allez utiliser, il va les mettre dans ce cache et ils vont pouvoir être réutilisés entre projets. Par exemple, là, vous voyez qu'il ne retélécharge pas tous mes projets, il va juste les récupérer dans le store. Donc, c'est plutôt pratique, plutôt sympa. Et ça permet d'aller plus vite, surtout quand vous avez des gros packages. Donc, voilà, on va pouvoir peut-être... il a fini, il n'a pas fini, on ne sait pas. On va pouvoir aller se mettre ici, c'est bon, il a fini. Hop. Donc, je vais importer. Il met un peu de temps mon JSON, c'est pas grave, on va faire à la main. Bon, je vais importer du coup les ressources de Pulumi Azure Native. Donc, je vais aller sur Resources. Hop. Donc là, c'est cool. Donc, je vais déclarer, comme tout à l'heure dans l'exemple que je vous ai montré, donc je vais déclarer un ressource group. Alors, pourquoi il ne veut pas? Mon VS Code qui est un peu fainéant. Pour voir le fichier au cas. Il a l'air fatigué.
Donc, quand on crée une ressource, en fait, on va la nommer. Donc, je vais dire RG Cloud Est, par exemple. Je vais lui donner ses paramètres. Il est encore en train de charger, en fait, mon TypeScript. Alors, en attendant qu'il charge, en fait, alors d'habitude, sur les ressources dans Azure, il faut toujours vous donner la localisation, en fait. Et ça, c'est un peu pénible. Vous devez la mettre partout à chaque fois. Donc, ce qu'on peut faire en Pulumi, c'est la mettre dans la config. Donc, on fait un Pulumi config set, Azure native, et c'est 2 points, location. Et donc, moi, j'aime bien mettre les ressources pas trop loin, donc en West Europe, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça me propose de créer une stack. Qu'est-ce que c'est une stack? Ben, en fait, c'est un environnement. Ça regroupe un peu vos ressources. Donc, il y a un support natif en fait, des environnements dans Pulumi. Donc là, moi, je vais me créer ma stack dev, par exemple. Hop, ça va me générer un nouveau fichier là, avec ça. Et donc, à partir du moment où il y a ça, de présent, j'ai plus besoin de mettre la localisation sur toutes mes ressources. Donc, c'est un tout petit truc, mais c'est plutôt pratique. Et puis, en fait, dans ces ressources, en fait, on peut rajouter de la config. Donc, par exemple, si je mets, je vais mettre un truc qui s'appelle API key, par exemple. Je vais mettre dans ma config une API key, my very secret API key. Hein. Donc là, d'habitude, je ne sais pas si vous faites du Terraform, vous faites ça via votre pipeline de CI/CD, vous injectez des variables d'environnement dans votre var, des trucs comme ça. Bon, bah là, en fait, nous, on ne veut pas faire ça. On veut juste dire que c'est un secret. Et donc, du coup, il y a l'encryption provider par défaut qui va l'encrypter dans le fichier. Donc, ce fichier, je peux le committer, je peux le partager, et tous ceux qui ont les autorisations pour sur en fait l'encryption provider vont pouvoir décrypter à la volée. Enfin, on sera transparent pour eux. En fait. Ils n'ont même pas besoin de le décrypter dans le fichier. C'est quand ils font leur Pulumi up donc pour déployer les ressources, ça marchera. Donc ça, c'est plutôt sympa. Est-ce que mon IntelliSense est revenu? Oui, c'est cool. Donc la localisation, je vous ai dit, j'ai pas besoin de la mettre. Les tags, bah, je peux déclarer des tags, je sais pas, ça c'est kind, c'est une démo. Voilà, cool. La config dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça serait pas mal de la récupérer. Donc, est-ce que toujours pas mes snippets? Si. Donc, si je récupère la configuration comme ça, je peux faire un config. Du coup, c'est quoi? C'est get secret. Hop, et c'était API key. Bah, très bien. Je peux faire un Pulumi up pour déployer. Donc, ça va prévisualiser les changements que c'est censé faire et ça va me dire, tiens, il y a tel changement que ça va faire, etc. Je n'ai pas exporté mon truc. Donc, il y a un système d'entrée et de sortie. Donc, les entrées, ça va être un peu votre configuration. Et la sortie, ça va être ce que vous voulez exposer parce que potentiellement, cette API key, je ne sais pas, je veux la récupérer à la sortie ou des choses comme ça. Donc là, je vais faire. Donc, vous pouvez voir en fait ce qu'il m'a fait là. Il me propose de créer la stack, il me propose de créer un ressource group. Donc, c'est bien ce que je veux. Sauf que je ne vais pas lui dire d'appliquer ça parce que je n'ai pas fait mon export const API key. Voilà, ça va être ma sortie que je veux voir. Euh, donc, je vais faire un Pulumi up. Cette fois-ci, je vais dire oui pour qu'il applique directement le truc. Et donc, du coup, là, il va me créer ces ressources-là. Alors, on en est niveau temps, ça va. Donc là, il a fini. Ben, c'est cool. Vous voyez, en output, j'ai un API secret. Bah, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, je lui ai dit que c'était un secret dans la config. Donc, Pulumi traque le truc et en fait, il ne va pas me le sortir comme ça vu que c'est un secret. Si vraiment je veux l'avoir, ben en fait, je fais Pulumi stack output show secret et là je l'ai. Mais sinon, par défaut, il n'y est pas. Dans l'état, il est encrypté. Vous avez vu, c'est un peu pénible quand vous faites des Pulumi up et tout ça. Vous devez avoir la même chose pour le Terraform. Vous faites en apply et tout ça.
secrets sensibles au lieu de les afficher, par exemple, comme des mots de passe ou des choses comme ça. Il affiche plus vraiment dans les faits, il est plutôt comme données sensibles. Ok, bon, j'avais pas suivi tout ça, parce que moi, la dernière fois que j'ai testé, je suis allé voir mon secret dans l'état Terraform que j'ai fait, mais c'est cool s'il s'améliore sur ça. Après, j'ai l'impression que pour avoir de l'encryption et tout ça, il faut quand même avoir un truc un peu plus poussé. Mais dans tous les cas, en fait, vous allez pouvoir faire des choses. Il y a tout un tas d'outils qui existent dans l'écosystème Terraform qui permettent de faire des choses. Ce qui est dommage, c'est que ce ne soit pas built-in, donc ça ne vous encourage pas forcément à l'utiliser. Un truc qui est pénible là quand je fais les Pulumi Up ou quand on fait des Terraform Apply et tout ça, c'est qu'il faut le faire à chaque fois. Et des fois, en fait, on veut juste créer son infra comme ça et tester des choses, un peu comme le hot reload quand vous faites du dev. Donc en fait, vous pouvez faire Pulumi Watch et puis en fait, il va regarder mon fichier. Dès que je l'enregistre, il va provisionner à la volée les trucs. Donc si je regarde, qu'est-ce que j'avais mis d'autre alors, on va créer un compte de stockage. C'est pas ça. Donc, un compte de stockage. Donc là, c'est le truc sympa que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez accès en fait à tous les trucs, c'est directement typé en fait. C'est pas comme ça sur toutes les ressources, mais là où c'est hyper pratique. Et donc là, si je sauvegarde, en fait, il est déjà en train d'updater mon programme à la volée. Voilà, donc il est en train de le créer. Donc pour prototyper, c'est top. Vous enlevez des trucs, ça fait tout seul. Bon, après, ça n'empêche que normalement, vous avez un pipeline de CI/CD qui fait les trucs bien, mais pour tester des choses, c'est vraiment pratique. Si vous voulez avoir des trucs un peu plus, voire des choses un peu plus poussées, donc tout à l'heure, j'étais dans VS Code. Là, je me mets dans Rider, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas trop de limites sur les outils que vous utilisez, en fait. Et là, je suis en C#. Et là, j'ai ma stack qui est un peu plus poussée, qui a eu l'Azure Function, qui vole du monitoring et tout ça. Et en fait, j'ai regroupé un peu les différentes ressources qui vont ensemble dans des composants, des modules un peu de plus haut niveau. Donc ces modules-là, c'est ceux-là qui, avec un peu de config, je pourrais les partager à d'autres si ça avait du sens dans d'autres projets. Mais voilà, c'est plutôt pratique. Et là, vous pouvez voir que en fait, j'ai accès à toutes les API. Dans Azure, en fait, vous avez à chaque fois les API, vous avez différentes versions. Donc des fois, en fait, vous voulez la toute dernière, et puis des fois, vous voulez une vieille parce que vous avez une contrainte ou je sais pas quoi. En fait, là, vous avez vraiment accès à tout. Les versions qui ont été publiées de l'API Azure, c'est le côté natif du provider qui est plutôt sympa. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre on n'est pas allé voir les ressources. Donc là, vous voyez vous voyez peut-être pas, en fait, c'est peut-être pas... vous voyez ma ressource qui a été créée. Vous pouvez voir qu'elle est suffixée par un truc un peu bizarre, là. Toutes les ressources sont comme ça par défaut. Vous pouvez le bloquer si vous voulez. Mais en fait, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous n'avez pas de conflit de base sur le nom, puisqu'il y a un truc qui est random qui est généré. Ça veut dire que quand il veut remplacer une ressource, qu'est-ce qu'il fait? Il provisionne la nouvelle ressource, et puis une fois qu'elle est provisionnée, il swap, il n'y a pas d'interruption de service. En tout cas, c'est beaucoup plus intelligent que d'avoir la même ressource, la supprimer, et puis la recréer avec le même nom. Et donc, à l'intérieur, il y a mon storage account, pareil, avec le suffixe. Voilà pour ça. Je vais repasser sur les slides. Bon, vous avez vu, Pulumi, c'est plutôt cool. Enfin, en tout cas, moi, en tant que développeur, j'aime bien. Après, petit comparatif avec les autres solutions. Alors, vous avez vu, les points forts, enfin, pour moi, la meilleure expérience de développement, c'est un gros point fort. Les providers natifs, ça change tout. Pour info, je vous parlais d'Azure Container Apps tout à l'heure. Vous savez, Terraform a mis le temps de le supporter. Du coup, Pulumi, en novembre 2021, à la preview, il supportait le jour J. Donc, c'est quand même plutôt cool. La sécurité par design, c'est top. Et puis, vous avez vu, c'est tout du long. C'est en entrée, en sortie, dans l'état. Enfin, c'est vraiment intégré à la Pulumi CLI. Il y a plus de fonctionnalités d'innovation. Là, j'en ai pas trop parlé, mais grosso modo, il y a plein de trucs. Vous avez vu un exemple avec Pulumi AI, il y a les Policy as Code. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui existent, qui ne sont pas forcément présents chez d'autres.
Par contre, ça a des faiblesses aussi. En fait, il y a une moins grande communauté. Aujourd'hui, le leader, c'est Terraform. Du coup, il y a beaucoup plus d'exemples en Terraform qu'en Pulumi. Bon, par contre, vu que c'est du code, c'est plus simple à appréhender. Et puis, si vous cherchez des exemples, il y a toujours Pulumi AI qui peut vous aider un peu. Et n'empêche que dans les faits, la communauté est quand même moins grosse à l'heure actuelle. Il y a moins d'intégration aussi. Alors, quand je dis intégration, je ne parle pas des cloud providers, je parle de tous les outils qui gravitent à côté dans l'écosystème d'Infra as Code. Donc, par exemple, Checkov pour la partie analyse, sécurité, tout ça. Infracost pour la partie FinOps en fait de votre infra. C'est des choses en fait. Ils supporteront peut-être un jour Pulumi, mais actuellement c'est pas le cas. Il y a des pull requests, des issues qui sont créés, c'est pas le cas. Et c'est aussi moins mis en avant par certains cloud providers Pulumi. Alors là, je parle plutôt de Microsoft parce que AWS met autant en avant Terraform que Pulumi, mais Microsoft, par exemple, ils vont beaucoup investir sur Terraform. Ils ont créé eux-mêmes leur provider pour les cas où c'est pas supporté dans Azure. Ils investissent pas mal aussi et ils mettent en avant forcément leur propre solution aussi, Bicep, Template. Alors, on a beaucoup parlé de Pulumi, c'est cool, tout ça. C'est quoi les enjeux de l'infrastructure as code? C'est quoi le futur au final pour l'infrastructure as code de manière générale? Pas que si vous choisissez Pulumi, pas que si vous choisissez AWS CloudFormation ou Terraform. En fait, vu qu'il y a des innovations dans certaines solutions, ça va en fait encourager les autres à faire mieux aussi de leur côté. Donc, par exemple, tu disais tout à l'heure que Terraform commence à faire mieux côté secret, c'est plutôt cool, c'est qu'ils voient qu'à côté, il y a déjà des choses en place. Bicep, donc, qui est la solution Microsoft pour Azure, donc qui était full Azure, maintenant il commence à s'ouvrir à faire d'autres providers. Il y a un truc qui s'appelle Bicep Extensibility. Maintenant, ça va permettre de gérer aussi du Kubernetes on-premise. Les langages de programmation, c'est pas juste un côté Pulumi qui fait son truc dans son coin. Ça existe aussi chez AWS CDK depuis pas autant longtemps que Pulumi, mais quasiment. Et il y a Terraform qui s'est dit on est un peu à la traîne, on va faire la même chose. C'est pas exactement le même principe, c'est-à-dire que c'est des trucs plutôt qui transpilent dans leur langage. Donc, par exemple, on écrit dans un langage de programmation et ça transpile dans un gros JSON qui est compris par Terraform et qui est poussé. Donc, c'est pas au même niveau, clairement. Vous n'êtes pas là à pouvoir intégrer des SDK et tout ça, mais c'est quand même la tendance qui s'amorce. Il y a d'autres solutions, je ne les connais pas toutes. Sheetfarmer, c'est un truc qui permet de faire du F# pour créer de l'infrastructure as code. Encore une fois, ça transpile en template ARM. Et puis, l'intelligence artificielle dans l'infrastructure as code. Pour l'instant, il y a Pulumi qui a annoncé ces trucs, mais je pense que ça ne va pas être les seuls. Je pense que Microsoft va aussi annoncer plein de choses. Peut-être que Terraform un jour annoncera, peut-être que AWS aussi. Je pense que ça va être une tendance qui va nous aider un peu avec ce côté, l'infrastructure, c'est difficile, comment on fait? Et il y a aussi des innovations dans les pratiques et dans l'écosystème de manière générale. Le fait de pouvoir tester, je pense que c'est une pratique qui va de plus en plus prendre de place quand c'est possible, suivant les solutions d'infrastructure as code, mais le fait de faire des tests unitaires et pas juste d'attendre de provisionner de l'infrastructure réelle et vérifier que cette infrastructure est correcte. On peut faire des choses avant. La policy as code dont je vous parlais avant, ça peut être pratique, même pour de la sécurité. Vérifier que, je sais pas, vous n'exposez pas certains ports, vous mettez des règles comme ça au niveau global de votre organisation. Et puis l'écosystème, il grandit, il y a plein de choses, il y a plein d'outils qui existent. J'ai cité Checkov, Infracost, il y a plein d'outils et c'est assez intéressant. Donc je pense, ils vont se challenger les uns aux autres et globalement, ça va s'améliorer. Du coup, est-ce qu'on parle d'infrastructure as code ou est-ce qu'en fait, c'est pas de l'infrastructure as software, c'est-à-dire en fait, on applique tout ce qu'on fait en software à l'infrastructure? Moi, je pense que c'est la direction qu'on prend. C'est plus juste on versionne, on écrit dans un pseudo-langage et ça fait de l'infrastructure. Non, on va plus loin que ça et on applique vraiment toutes les bonnes pratiques. Et je pense que demain, quand on arrive sur un projet, on est amené à faire de l'infrastructure, faut se dire, je fais comme si c'était un logiciel que je développais. Parce qu'en fait, ça fait partie de notre logiciel. Même c'est sympa de le mettre dans le même repo, avec le même langage, moi je trouve, et d'avoir un truc unifié. Et quand on fait une nouvelle fonctionnalité dans notre site web, et je sais pas, ça a besoin d'une config, un secret qu'on a besoin de mettre dans l'infrastructure, en fait, c'est le même commit, c'est le même langage, c'est les mêmes équipes qui review. Voilà. Point d'interrogation, à voir. Vous n'êtes pas obligé de forcément partager ma vision.
Et voilà, et je vous remercie beaucoup. J'ai écrit pas mal d'articles sur mon blog sur Pulumi, notamment un où je dis pourquoi je choisirais Pulumi plutôt que Terraform. Ça va un peu plus loin que ce que je vous ai raconté là. Et puis, en fait, pour vous faire une idée, je vous encourage directement à aller sur la doc et commencer le Getting Started et suivant le provider, ce que vous faites, le cloud, si vous faites de la AWS, GCP, allez voir un peu tout ça par vous-même et vous faire votre propre avis, parce que moi, je suis assez convaincu, mais après, à vous de voir. Si vous avez des questions, on dit merci à nos sponsors, et si vous avez des questions, oui. Est-ce que c'est un peu comme Terraform dans le sens où c'est open source et dans le serveur et il y a une partie Ouais. Exactement. Alors, j'en ai pas trop parlé parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la technologie avant que. Et oui, c'est open source et c'est gratuit, la techno, comme Terraform, exactement pareil. Ils ont aussi leur Pulumi Cloud où on gère l'état, pas que l'état parce que les secrets aussi. Donc, du coup, il y a l'encryption provider qui est fourni. Après, vous mixez comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du tout leur service. Vous pouvez utiliser. Alors, moi, j'ai fait un article, par exemple, où j'utilisais un Azure Key Vault et un Blob Storage dans Azure pour stocker l'état. Donc, c'est pas du tout obligatoire. Eux, ils apportent tout un, exactement comme Terraform, tout un tas de trucs de gestion d'administration, d'équipe, de monitoring, tout ça. Mais il n'y en a pas forcément besoin. Ça dépend de vous, vos besoins sur votre projet, votre entreprise. La différence principale avec Terraform sur ça, c'est que eux, par défaut, là, quand j'ai créé mon projet, j'étais connecté au Pulumi Cloud. Donc, eux, c'est leur mode par défaut. Par défaut, en Terraform, c'est les fichiers chez soi. Après, vous changez comme vous voulez, c'est pas trop un problème. Ah oui, oui, moi, Azure Key Vault, j'avais utilisé. Mais en fait, même donc la société mère qui édite Terraform, HashiCorp, on peut utiliser leur Vault. Si vous avez l'habitude d'utiliser le Vault, vous l'utilisez, ils encryptent vos clés à la volée, tout pareil. Okay. Oui, en fait, vous êtes dans du code, donc après, vous faites ce que vous voulez. Après, vraiment, l'encryption et tout ça, là, c'est lié à un des différents choix que vous prenez, du Vault, je ne sais plus comment c'est dans AWS ou dans GCP, mais enfin, Secret Manager, vous prenez celui que vous voulez. Mais après, effectivement, si vous avez un Key Vault qui contient déjà un secret, vous allez récupérer aussi comme ça. Il y avait une question là aussi, non? Avant que je... Non, c'est bon? Ouais. Pardon. Alors, Pulumi vient d'annoncer justement, ils avaient déjà des outils pour migrer de Terraform à Pulumi, mais ça ne gérait pas les scénarios compliqués. Là, ils viennent d'annoncer que dans leur CLI maintenant, il y a une commande qui s'appelle Pulumi Convert, et ils sont capables de prendre un gros projet Terraform compliqué avec des modules et le migrer. Ça ne va pas migrer à 100%, ça va migrer genre 90-95%. Je n'ai pas testé moi-même, donc c'est eux qui le disent, donc à vérifier quand même. Et après, ça vous met des throw exceptions aux endroits où en fait il reste quelques petits trucs à migrer. Ça gère aussi l'import de l'état à la volée, c'est-à-dire que même si en fait vous créez votre infrastructure à la main, en fait vous avez des outils qui vous permettent en fait d'importer cet état qui existait, et en plus ils vous génèrent en fait le code qui correspond à cet état. Donc c'est plutôt pratique. Après, sur des gros projets, je pense que ça prend quand même un peu de temps. Hein. C'est pas magique, mais il y a des outils, il y a tout un tas d'outils autour de ça. Et c'est pas que du coup Terraform, c'est aussi si vous faites du template ARM ou enfin, d'autres solutions, il y a des solutions d'import et de conversion. Et vous pouvez aussi référencer une stack qui est en Terraform d'ailleurs, pour faire un truc progressif. Vous les migrez de l'un à l'autre, mais pas tout d'un coup, pas à Big Bang. Vous pouvez faire progressivement, dire ces ressources pour l'instant elles sont gérées ailleurs. Je connais, je sais récupérer les outputs, mais pour l'instant, elles ne sont pas gérées par moi, et puis progressivement, changer ça. Oui. Alors, ça peut être plein de choses. Moi, je vous avoue que j'en ai pas beaucoup fait. Ça peut être tout simplement vérifier que vous avez bien ajouté votre tag dessus.
plein de trucs comme ça. Du coup, la limite entre ça et du coup, la policier ASCOD dont je parlais est peut-être faible. Mais bon, c'est quand même cool de pouvoir le faire.